Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech, un numéro du Journal des Biotech un petit peu spécial aujourd'hui, puisqu'en plus des dossiers d'actualité, on va vous proposer la rediffusion d'une table ronde qui s'intitule Biotech française, anatomie d'un succès et qui s'est tenue initialement le 29 janvier lors du All Invest Biotech Forum. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jamila El-Bougrini, analyste chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Bon, je le disais avant de parler de cette table ronde passionnante, on va y venir, il faut qu'on regarde quand même les dossiers chauds du moment sur la biotech française. Et on va commencer par Medincell avec, une fois n'est pas coutume, surtout concernant la tendance récente, une petite déception autour de Medincell. Exactement. Sanction que j'estime être un peu sévère. Un peu dur, hein. Oui, effectivement. Ouais. Donc déception, effectivement, parce que sur le chiffre d'affaires qui a été publié par Teva sur ce produit Uzedy pour l'année 2025, c'est sorti à 191 millions de dollars. Sachant que le groupe avait guidé entre 190 millions et 200 millions, donc on est dans la fourchette, mais plutôt fourchette basse. Et effectivement, le marché a été un petit peu déçu de ne pas avoir atteint un niveau un petit peu plus haut, sachant que c'est dans la poursuite de la déception qui avait déjà eu lieu sur le T3. Donc moi, je le lis plutôt comme le fait que Teva, jusque-là, effectivement, avait relevé plusieurs fois ses guidance. On attendait peut-être ça, et un nouveau relèvement. Et voilà, exactement. Je pense que le marché s'est habitué effectivement à des relèvements. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut surtout en comprendre, et la lecture que j'en ai, c'est que jusque-là, Teva était plutôt prudente et conservatrice sur ses guidance, et qu'effectivement, aujourd'hui, ses prévisions ont rencontré la réalité du marché et qu'aujourd'hui on est sur des guidance qui correspondent et en tout cas qui matchent avec la réalité du marché et qu'il ne faut pas forcément y voir comme étant une espèce de ralentissement des ventes mais un ramp-up qui est tout à fait normal, exactement, puisque là sur 2025 par rapport à 2024 étant la première année pleine de vente du produit, on est sur une progression de plus de 60%, donc c'est un ramp-up plus que classique. Et pour l'année à venir, 2026, le groupe continue à guider une croissance plutôt soutenue, parce qu'on serait entre 30 et 50%, avec une guidance qui est comprise entre 250 et 280 millions de dollars, sachant que le consensus lui attend 255. Donc, a priori, tout est aligné. Donc, moi, je pense que voilà, c'est un petit peu sévère, parce qu'effectivement, le marché s'est peut-être habitué à des relèvements de guidance, trouve que c'est peut-être un petit peu bas, puisqu'on est vraiment sur le seuil, en tout cas la fourchette basse de la guidance. Mais voilà, pour moi, ça reste toujours en progression, sachant que Teva, à titre du groupe, a dit qu'effectivement sur 2026, il s'attendait à non plus une croissance, mais justement un recul du chiffre d'affaires par rapport à 2025. Et Uzedy contraste, puisque lui, par contre, le produit sera toujours en croissance. Donc pour moi, il n'y a pas a rien d'alarmant, il n'y a pas de signal particulier à en tirer. Donc pour moi, Medincell continue sa trajectoire et a priori, l'horizon est plutôt florissant, puisqu'on a quand même pas mal de catalyseurs, avec notamment l'olanzapine qui arrive, ce qui va permettre effectivement à Teva d'avoir une couverture assez large de la schizophrénie avec Uzedy plus l'olanzapine. C'est présenté comme un game changer, l'olanzapine. Exactement. Et vous faites très bien de le souligner, c'est qu'effectivement, en plus Teva dans sa communication était très poussif sur l'olanzapine en disant qu'effectivement ça permettra dans sa franchise CNS, donc trouble du système nerveux central, effectivement d'avoir une franchise assez forte et qui serait entre autres catalysée, en tout cas un moteur fort que représente l'olanzapine. Les fortes attentes du marché, ça pourrait être aussi une bonne introduction au dossier suivant, Abivax, avec une effervescence qui ne redescend pas des attentes, de la spéculation autour d'un possible intérêt d'Eli Lilly. Qu'est-ce qu'il en est selon vous ? Mais effectivement, beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs qui sont relancées. Et puis un titre qui monte. Et puis un titre qui réagit très bien. Ça, c'est le cas de le dire. Effectivement, le titre réagit très bien. Donc je pense qu'effectivement, il y a un momentum qui est très, très, très favorable à Abivax, parce qu'on n'est pas très loin de la publication des résultats finaux, qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt très fort dans le domaine des hémicilles, plus particulièrement tout ce qui est IBD, donc vraiment les troubles inflammatoires de l'intestin chronique. Et on rappelle souvent la rectocolite hémorragique. Exactement. Et la maladie de Crohn, effectivement, la phase 3 qui est en cours aujourd'hui et qui est proche d'être finalisée, c'est dans la rectocolite hémorragique. Il y a de grosses attentes sur cette indication-là. Et parce qu'en plus, il y a un potentiel transversal, c'est aussi ça qui fait l'effervescence. Et la force du produit d'Abivax, c'est surtout que c'est une forme orale. Et la deuxième force qui n'est pas négligée dans ces indications-là, c'est que le produit est plutôt très bien toléré. Alors qu'effectivement, dans tout ce qui est sphère inflammatoire, le sujet des effets secondaires est un sujet très important, ce qui oblige les patients souvent à arrêter les traitements ou à réduire les doses ou à alterner. Et en tout cas, ou alors ne pas pouvoir prolonger au-delà d'un certain temps quand on est sur des anti-inflammatoires.
Donc là, on est sur un produit qui, a priori, en stand-alone, est plutôt très bien toléré, donne des résultats qui sont dans la fourchette de ce qui existe déjà, mais avec cet avantage de l'oral. Et l'avantage surtout de pouvoir aller en combinaison avec d'autres traitements. Et aujourd'hui, c'est la clé dans le domaine médical, c'est la combinaison, que ce soit en oncologie, que ce soit en immunologie ou dans l'inflammatoire. Le vrai sujet, c'est de pouvoir en fait dépasser le plafond d'efficacité de la plupart des médicaments. Et la clé principale, c'est de pouvoir combiner les traitements qui agissent par des mécanismes d'action différents. Mais la limite de cette approche-là, c'est d'avoir des effets secondaires qui soient encore tolérables. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des produits qui, séparément, ont un profil qui est plutôt favorable. Et c'est le cas du produit d'Abivax. Question quand même sur Abivax, est-ce qu'aujourd'hui, après cette progression du titre, est-ce que la valorisation est toujours en phase avec le potentiel ? Compliqué ça comme question. C'est compliqué comme question. Si on prend la phase 3 uniquement qui est en cours et qui normalement est censée concentrer l'essentiel de la valeur de la société, on peut estimer qu'effectivement c'est probablement survalorisé. D'accord. Mais je pense que le marché intègre qu'il y a un potentiel probablement transversal sur ce produit-là, puisqu'effectivement on est sur un mécanisme d'action qui est innovant, donc on est sur un first in class qui a un profil extrêmement intéressant, donc il y a à la fois le potentiel d'aller en combinaison, donc c'est pouvoir gagner des lignes et avoir une couverture patient plus large dans la rectocolite hémorragique. Il y a aussi la maladie de Crohn qui est en phase 2 qui devrait aussi déboucher dans quelques années, et puis surtout en fait la possibilité d'aller sur d'autres maladies inflammatoires de l'intestin et d'autres maladies inflammatoires tout court. Donc je pense que le marché en fait valorise peut-être par anticipation cette potentialité en tant que plateforme. Et puis effectivement, il y a la spéculation avec les rumeurs qui courent et qui agissent assez bien sur le titre. Donc après, sur la crédibilité de discussion en cours avec Eli Lilly, ce qui est certain, je pense que je ne trahis pas un secret de Polichinelle en disant qu'il y a des discussions qui sont en cours. Il y a souvent des discussions, voilà, c'est ça, et qui sont à mon avis présentes depuis bien longtemps et pas depuis les résultats de juillet dernier. C'est tout à fait naturel, surtout qu'Eli Lilly s'intéresse au sujet de l'inflammation. Au sujet des IBD, mais ce n'est pas la seule. Après, ce qui, moi, me fait dire que sur Eli Lilly, il y a probablement pas des discussions aussi avancées que ce qu'a pu laisser... je crois les investisseurs, peut-être, penser le marché. C'est que, alors déjà, c'est ce qui a été dit par le CEO d'Abivax, c'est que s'il y avait des discussions réellement avancées avec un vrai projet d'OPA, il aurait fallu l'annoncer officiellement. Voilà. Donc, effectivement, Bercy a démenti le fait qu'il y ait eu une rencontre officielle entre une délégation d'Eli Lilly et le ministère. Et puis l'autre sujet, c'est que Eli Lilly s'est déjà positionné en fait sur 2 acquisitions d'amplitude moins importante que ce qui avait été annoncé par Abivax, parce qu'on parlait quand même d'un rachat d'une OPA à 15 milliards. Voilà, mais il faut rappeler quand même que Eli Lilly a racheté la société Morphic en 2024. Pour 3,2 milliards. Elle a racheté encore tout récemment Ventyx pour 1,2 milliard. Donc au cumul, on est sur 4,5 milliards d'investissements. Déjà des belles emplettes. Voilà, sur 2 sociétés qui développent des formes orales dans la rectocolite hémorragique et dans la maladie de Crohn. Donc a priori, alors, on ne dit jamais 203, pourquoi pas Abivax. Ils s'en mordent les doigts et qui se disent, mince, c'est pas sur les bons chevaux qu'on a misé. En tout cas, c'était sur... Voilà. C'est possible. En attendant, Abivax est dans le radar de toutes les pharmas, ça c'est une certitude. Maintenant, à quel stade en sont les discussions, ça, seuls ceux qui sont dans les discussions le savent. Et si ça se concrétise ou pas, ça, seul le temps le dira. Mais Abivax aujourd'hui est très bien baqué en termes de trésorerie. Donc, a priori, sa stratégie, c'est d'aller au marché seul sur la partie américaine. Elle est en discussion pour pouvoir partenariser sur le reste du monde. Donc, de toute manière, il y a des discussions qui sont en cours. Ça, c'est une certitude pour licencier dans le reste du monde. Parler d'une OPA, aujourd'hui, tout est possible, mais ce n'est pas la stratégie première de la société, surtout qu'on est à 4-5 mois des résultats finaux. Donc, que ce soit la pharma pour limiter le risque ou que ce soit pour Abivax pour augmenter la valorisation. On va peut-être attendre ce qui va se passer. Bon, on va rester attentif sur ce dossier, mais ça fait du bien à la biotech française. Et rien que pour ça, on est content. Donc, dans les mois qui viennent, parcours plus discret, malgré les bonnes nouvelles. Là, on a l'impression justement que le marché, c'est mon avis personnel, a parfois la dent un petit peu dure avec Advicen, qui pourtant, lui, elle aussi, respecte plutôt bien son plan
de marche. Exactement. Alors Advicel, effectivement, qui est peut-être sur un marché un petit peu plus modeste en termes de... L'acidose tubulaire rénale distale. Exactement. Donc c'est un marché qui est plus contraint, en tout cas qui est plus petit. Plus limité. Exactement. Mais effectivement, la société a fait son petit bonhomme de chemin. Son produit est approuvé en Europe et en Moyen-Orient depuis quelques années maintenant. Elle fait son chiffre d'affaires. Donc elle a fait son petit chemin. Elle a son positionnement qui, déjà à l'époque, au moment de l'introduction en bourse, avait fait... en tout cas, il y avait eu un bon écho parce qu'effectivement, on était plutôt sur un statut biopharma que biotech. Parce que c'était un peu dérisqué, on va dire. Voilà, exactement. Ouais. C'était du repositionnement de produits sur une indication qui était... C'est une maladie de niche en fait, donc assez peu couverte, donc c'était un marché qui était quasiment garanti pour la société. Et aujourd'hui, effectivement, donc elle a levé de l'argent sur le début du S2 2025. Elle a aussi négocié pour prolonger la maturité de sa dette, donc ça permet à la société de respirer un petit peu sur ce plan-là. Et effectivement, la bonne nouvelle qui est tombée récemment, qui est peut-être passée un petit peu inaperçue, quoique ça a bien réagi, mais c'est redescendu. Oui, c'est redescendu assez voilà, vite. C'est qu'elle a réussi à obtenir le prix de remboursement en France, donc le France qui est quand même le marché domestique, qui est peut-être pas le marché le plus important, mais qui reste quand même symboliquement le marché domestique, donc c'est là où il y a eu les investissements, la création de l'innovation, le transfert technologique, donc ça faisait sens quand même d'obtenir ce prix. Puisque jusque-là, les patients étaient traités, mais dans le cadre de l'accès compassionnel. Et la grosse problématique avec ça, s'il fallait en trouver un, et il y en a un, c'est que, de facto, en fait, la société était contrainte, parce que accès compassionnel, de reverser, en fait, de rétrocéder une partie de son chiffre d'affaires à la sécurité sociale. D'accord. Donc aujourd'hui, le prix, en fait, une société peut imposer le prix qu'elle veut en accès compassionnel. Oui. C'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, donc la sécurité sociale, mais effectivement, le mécanisme... Voilà, donc c'est un pourcentage qui est négocié en fonction de l'écart entre le prix exercé et le prix que la sécurité sociale estime être le plus adéquat, pertinent, enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Exactement, d'un point de vue médico-économique. Oui. Et donc l'écart, en fait, est reversé à la sécurité sociale. D'accord. Donc ça faisait des années qu'ils étaient en discussion, qu'ils ne parvenaient pas à trouver un consensus. C'était long, effectivement. C'était long et forcément, ça pesait financièrement sur Advicel, puisqu'elle était obligée de repayer, de retrocéder une partie de ses chiffres d'affaires, de son chiffre d'affaires. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, elle va pouvoir commercialiser son produit et garder 100% du chiffre d'affaires qui sera généré. Bon, ça, effectivement, autre bonne nouvelle. On voulait aller aussi, pour terminer ce point d'actu, de l'autre côté de l'Atlantique. Vous vouliez nous parler des biotech candidates à une introduction en bourse avec des dossiers là aussi intéressants. Des dossiers intéressants, puisqu'il faut retenir aussi, c'est qu'il semblerait, si on regarde un petit peu le listing, en tout cas des sociétés qui se préparent à la candidature, c'est qu'on sent une espèce d'effervescence, donc qui peut être le signal d'une reprise. C'est une effervescence qu'on sent aussi ici. Oui. Donc encore, il n'y a pas encore de candidature déclarée officiellement, mais on sait qu'effectivement, si on écoute un petit peu les bruissements du marché, il y a des choses dans les tuyaux. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un intérêt de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des candidats avec des émetteurs qui sont prêts et qui s'estiment être prêts à aller sur une IPO. Et puis de l'autre côté aussi des investisseurs institutionnels qui se disent être prêts à investir. Donc je pense qu'on arrive sur une période où effectivement il pourrait y avoir une reprise. Et côté États-Unis, effectivement, donc on a eu une première IPO au début d'année sur des radiopharmaceutiques, donc dans l'oncologie, c'est Actis Thérapeutique, c'est de mémoire, je crois. Donc elle a levé un petit peu plus de 300 millions de dollars, donc ça montre qu'effectivement, voilà, il y a de l'envie, en tout cas il y a de l'appétit. Et puis effectivement, là, cette semaine, on a 3 sociétés au moins qui devraient se coter. Donc une première qui devrait se coter vraiment, là, en deuxième position, c'est Veradermix. Donc là, on est dans le domaine de l'alopécie. Donc c'est une société qui cherche à lever entre 200 et 200 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 2 autres sociétés, donc on est dans l'immunologie, dans l'inflammatoire, et l'autre, c'est dans le domaine de l'oncologie et de l'immuno-oncologie en combinaison avec des ICI, donc Keytruda pour ne pas la citer. La nommer, oui. Et celle, effectivement, qui est dans le domaine de l'inflammatoire et dans le domaine des IBD, puisque décidément, c'est un sujet en là aussi, sujet brûlant. Voilà, donc dans la maladie de Crohn, en l'occurrence, c'est une Belge.
D'accord. Donc Agomab, si je ne dis pas de bêtises, voilà, je crois que c'est Agomab qui cherche à se... On mettra dans le résumé de la vidéo. Exactement, qui cherche à se coter, qui cherche à lever entre 200 et 220 millions de dollars. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on est sur un début d'année qui a peut-être été timide avec le mois de janvier, mais il y a un pipe qui se remplit, avec une première semaine de février qui devrait être assez dense, puisqu'il y a au moins 3 cotations de prévues dans la biotech. Et si on veut y voir un signal d'une reprise, je pense que on n'est pas trop loin de la réalité. C'est déjà encourageant. Voilà, c'est déjà encourageant. Quand on voit ce qui s'est passé sur les 3 dernières années, c'est vrai qu'on a eu des années phares avec 2020 et 2021, avec l'effet Covid, où effectivement la biotech et la santé globalement avaient été vraiment poussées. On avait entre 130 et 150 IPO ces 2 années-là, pour chacune de ces années-là. C'est vrai qu'après, en 2022, il y a un recul. On est descendu entre 15 et 20 IPO à l'année. 2024 a vraiment été une année compliquée. Enfin, 2023, a été une année compliquée. 2024, il y a eu une petite reprise, mais ça s'est arrêté assez vite. Bon, après, avec le contexte macroéconomique n'a pas été franchement favorable. Et puis là, on se dit que maintenant que tous ces sujets qui peuvent être un sujet de pression sur ces opérations-là sont derrière nous, hein, que ce soit l'Ukraine, que ce soit les prix sur les médicaments de l'administration Trump, choses comme ça. Même si il fait encore souvent des saillies, hein, le président américain, sur le prix des médicaments, notamment en France. Exactement. C'est une grande passion. Exactement, effectivement. Ouais. C'est vrai qu'il nous a bien dans le radar. On n'est pas à l'abri que ça revienne, mais effectivement, aujourd'hui, le risque est intégré. C'est-à-dire qu'on sait que ça peut arriver, donc on n'est plus sur la même typologie de risque. Et on se dit qu'effectivement, sur 2026, il pourrait y avoir une reprise avec une première semaine de février qui s'annonce en tout cas assez dense en opération. Et puis, on espère que ça va gagner les marchés européens et plus particulièrement le marché Euronext, où on voudrait qu'effectivement, il y ait une reprise d'IPO. Ça frémisse un petit peu. C'est ça. Et voilà, on en reparlera, j'espère, dans là aussi les semaines et les mois qui viennent. Voilà pour ce point d'actualité. On va transitionner, je le disais, au début de ce journal, point un petit peu spécial, on voulait diffuser le replay d'une table ronde qui s'est déroulée lors du All Invest Biomed Forum avec, pour thème, biotech française, anatomie d'un succès. C'est ça. Donc, on a réuni effectivement un panel d'experts pour pouvoir discuter de cette thématique. L'idée, c'était de revenir un petit peu sur l'année 2025 qui a été vraiment... Un peu charnière. Hein, tout à fait charnière. Et c'est vraiment coupé en deux. Donc, un premier semestre qui était vraiment très, très pauvre. Peu d'opérations, assez peu de news flow aussi, de catalyseurs. Et puis c'est vrai que sur l'été 2025, ça a déclenché avec notamment les résultats d'Abivax. Qui a entraîné tout le secteur, énorme. Exactement, ça a vraiment déclenché quelque chose. Et donc c'est parti à la hausse. Et c'est vrai que d'autres en ont profité de façon complètement indirecte ou indirecte. C'est-à-dire que certains avaient aussi des bons catalyseurs et ça a permis effectivement d'avoir un effet synergique. De les révéler peut-être. De les révéler également. Et l'idée c'était de réunir quelques sociétés qui ont justement bien performé. Donc parmi celles qui ont très bien performé sur 2025, nous avions Laurent Lévy, donc cofondateur et président du directoire de Nanobiotix, mais Medincell également qui a très bien performé sur l'année 2025 et puis Abivax, qu'on ne pouvait pas ne pas avoir à cette table. Et l'idée, c'était plus que de parler des success stories, c'était surtout de revenir sur ce qui faisait la particularité en fait de ces sociétés-là et quelles ont été en fait depuis leur création. Les décisions difficiles, des fois les arbitrages un petit peu compliqués ou les même les erreurs. Les changements de stratégie. Exactement, tout à fait. Puis les erreurs des fois même qu'elles ont pu faire, qui leur ont permis de tirer des leçons. En tout cas, faire la synthèse en fait de ce qui leur a permis en fait d'arriver jusqu'à cette situation un petit peu de biotech successful. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a complété le regard de ces 3 sociétés. Donc on avait aussi des gens assez différents des sociétés. On n'avait pas que les dirigeants. Donc on avait le dirigeant de Nanobiotix, mais on avait le responsable de la stratégie d'Abivax et le responsable de la communication de chez Medincell. Et on a complété ce regard d'entrepreneur par le regard d'un investisseur aguerri qui est Cédric Moreau de Sofinova, qui est un fonds crossover qui accompagne nombre de sociétés de la cote, cotées et non cotées, mais aussi cotées, dans leur trajectoire et en tout cas dans l'accompagnement long terme, ce qui est aussi intéressant puisque ça permet aussi de dire de façon assez forte que la présence de ce genre de fonds au capital de
société, des fois, est capital, c'est le cas de le dire. Indispensable. Hein, c'est indispensable, surtout quand on atteint des étapes vraiment charnières, importantes, et coûteuses, parce qu'il faut le dire aussi. Et coûteuses, absolument. Donc, au-delà du fait qu'ils viennent apporter des fonds, c'est aussi des fonds en fait, qui détiennent un savoir-faire, une compétence et la capacité d'aller chercher d'autres relais auprès d'autres fonds, notamment aux États-Unis, mais également de discuter avec des big pharma. Et c'est vrai que quand on est une petite biotech, même si la science est excellente et qu'on a une petite équipe, on sait qu'en France, malheureusement, faute de capitaux, on est souvent contraint d'arbitrer entre l'opérationnel strictement nécessaire et ce qui serait idéal. Et donc, ça veut dire avoir des compétences des fois qui sont un petit peu réduites. Et on n'est pas toujours entouré par toutes les équipes qui seraient nécessaires pour avoir un déroulement de la stratégie, une exécution de la stratégie qui soit la plus optimale possible. Et donc avoir à son board des gens qui ont ce métier-là. Qui comprennent aussi comment ça fonctionne. Absolument, qui ont l'expérience parce qu'ils l'ont fait avec plusieurs sociétés, c'est capital. Et du coup, on a eu une discussion d'1 heure très riche sur le sujet et pleine de leçons pour les investisseurs qui veulent savoir quels sont un petit peu les ingrédients pour déceler les futurs gagnants et puis également pour tout acteur en fait, de l'écosystème qui souhaite regarder de près ce type de société. Voilà, une discussion très riche d'1 heure qu'on vous propose de découvrir maintenant. Merci beaucoup, Jemila. Merci beaucoup, Laurent. C'est parti. Je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle table ronde intitulée « Biotech française, anatomie d'un succès ». Donc, le but aujourd'hui, c'est de tenter de décortiquer ce qui fait réellement le succès d'une biotech, a fortiori française, et comprendre ce que sont les ingrédients clés pour projeter une idée vers une technologie, puis ensuite vers une société qu'on pourrait qualifier de successful. Donc pour parler de ce sujet passionnant, nous avons la chance d'avoir autour de cette table 4 regards complémentaires. Donc à la fois des dirigeants qui ont traversé la clinique, le réglementaire et pour certaines d'entre elles les marchés et les partenariats industriels, et également un investisseur qui accompagne ces trajectoires sur le long terme. Donc messieurs, on ne vous présente plus, mais je vais quand même tâcher de vous présenter en 2 mots. Donc nous avons Pierre Courteil qui est CBO chez Abivax. Christophe Douane, donc, qui malheureusement a eu un petit empêchement de dernière minute, mais qui est représenté par David Dezé, qui est directeur de la communication financière et corporate chez Medincell. Nous avons Laurent Lévy, qui est cofondateur et président du directoire de Nanobiotics, et enfin Cédric Moreau, qui est partenaire chez Sofinova. Donc le but aujourd'hui, comme je l'évoquais, c'est surtout en fait de raconter de ne pas raconter justement les success stories, mais plutôt d'en analyser la mécanique, comprendre quelles ont été les décisions clés, les arbitrages difficiles et parfois les erreurs, et surtout comprendre ce que les investisseurs et les autres acteurs de l'écosystème doivent réellement regarder pour identifier ce que sont les futurs gagnants de la biotech. Donc pour commencer, peut-être une question qui peut sembler simple en apparence, mais qui est en réalité centrale, que j'adresse à Laurent. À quel moment avez-vous compris que vous ne développiez plus seulement une technologie prometteuse, mais une entreprise capable de jouer dans la cour mondiale? Bonjour à tous, merci Jamila. En fait, c'est une bonne question, mais je pense que c'est une question de base. C'est que si on ne compte pas faire ça au début d'une société, il ne faut pas y aller. C'est pas quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. C'est quand on dépose une technologie, quand on a une idée, quand on veut développer quelque chose. Si on compte pas aller jouer avec les autres, ça sert à rien d'y aller. Et notre industrie est une industrie mondiale. On a malheureusement peu de problèmes qui sont vraiment locaux. Donc, soit on décide dès le départ d'aller jouer dans la cour des grands avec tout le monde, soit on n'y va pas. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui, pour moi, sont importants. C'est comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis du reste du monde. D'aller faire la même chose que les autres ou d'être le numéro 3 qui développe une même molécule donne pas les chances de succès importantes. Et je pense que ce qu'on vend, ce qu'on développe, il faut au départ avoir une proposition unique qui nous différencie du reste, alors on peut aller jouer au niveau mondial. Merci Laurent pour cette réponse. Du coup, le regard de l'investisseur sur ce que vient de dire Laurent, est-ce que c'est aussi des signaux que vous identifiez relativement tôt ou est-ce que c'est des constats que vous faites a posteriori finalement? Merci de l'invitation. Alors, nous, en tout cas, chez Sofinova, l'ADN, c'est vraiment de développer de la pure innovation voilà, aux côtés de nos entrepreneurs. Donc, vous connaissez les concepts, hein, que ce soit du best in class, du first in class, mais c'est ce qu'on va rechercher et en réponse à un vrai besoin. Puisque très tôt, on va quand même penser au potentiel et aux besoins qu'on cible. Donc, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Laurent, c'est une question d'ambition. Il faut que l'ambition elle soit forte dès le début. Et nous,
c'est ce qu'on recherche dans nos investissements et donc ce qu'on challenge très tôt dans nos due diligence. Et après, cette innovation, elle peut être, et je crois qu'on a un super parterre là de type d'innovation, du long acting qui est plutôt de la formulation. Donc, on n'est pas du tout sur d'innovation sur le principe actif, mais plus sur la formulation. Ou à Bivax, qui est là, on est vraiment dans du first in class. Et puis Laurent qui a eu cette vision, parce que c'est aussi une ambition, une vision de créer l'innovation autour de la physique et de la biologie. Donc voilà, oui, clairement, c'est ce qu'on va regarder en premier. Et puis en plus, la chance qu'on a un marché mondial, mais on peut benchmarker ces innovations et de savoir si elles ont vraiment une chance, effectivement, de gagner la course. Transition justement à Medincell, vous qui avez un positionnement plus industriel finalement, est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées de la même manière? Est-ce que le moment de bascule s'est situé aussi au même endroit ou c'est différent pour vous? Bonjour, merci. Et d'abord, je vous présente les excuses de la part de Christophe pour son absence. Et à titre personnel, j'ai plaisir d'être ici. Je pense que moi, je suis depuis très longtemps chez Medincell, donc je pense que je peux parler de ça. Medincell, ça rejoint ce que disait Laurent, c'est d'abord une vision et une ambition, de toute manière. Et effectivement, c'est une forme d'innovation un petit peu différente que ce qu'on voit traditionnellement en biotech, mais la vision de la valeur et de l'impact que ça peut avoir chez les patients et qui peut se transformer en revenu, elle existait dès le départ. Et aujourd'hui, alors nous, on bénéficie peut-être de facilité parce qu'effectivement, on développe pas une nouvelle molécule, c'est pas les mêmes chemins, c'est pas la même chose. Malgré tout, c'est très complexe. Malgré tout, on avait la vision qu'avec la science, avec l'innovation, on pouvait faire des choses que personne d'autre n'a réussi à faire, des best in class, des first in class, c'est ce qui vient d'être dit, qui ont une valeur au moins égale, voire supérieure à ce que peut être une nouvelle molécule dans un champ qu'on connaît très bien, qui est la psychiatrie. Donc je pense qu'on se rejoint en fait, c'est la même chose. Donc tout part du début, de la vision et de l'ambition. On commence pas si on n'a pas envie d'être le maître du monde de toute manière, quoi. Et pour poursuivre sur cette direction, effectivement, donc vous parliez d'ambition et de vision, mais j'imagine qu'il y a aussi un rationnel fort qui doit être présent. Et dans votre expérience chez Medincell, quel a été le principal facteur de création de valeur selon vous? Est-ce que c'est la robustesse scientifique ou l'exécution? Moi, je pense personnellement, je pense que le principal créateur de valeur, et je reviens sur ce qu'on disait, c'est la vision. Alors, c'était l'exécution scientifique, bien évidemment, de toute manière, elle est nécessaire. C'était le modèle d'entreprise aussi, et de là découle l'exécution, parce que le fait d'avoir choisi de travailler très tôt avec des partenaires, qui finalement c'est eux qui ont dépensé du capital pour financer des phases très lourdes dans notre industrie. C'est eux qui ont financé, enfin notre partenaire Teva sur notre premier produit, c'est lui qui a financé toute la préclinique, toute la clinique. Donc c'est des centaines de millions de dollars qui ont été dépensés sur ces premiers produits. Donc ça c'est de l'exécution. Mais on savait que c'était important et c'est pour ça qu'on voulait que qu'on voulait avoir des partenaires forts comme Teva, comme Corbion pour faire nos polymères, parce qu'on savait que l'exécution c'était effectivement très créateur de valeur, mais très risqué. Et donc c'est pour ça que on a ce modèle un peu différent d'autres sociétés, mais définitivement c'est l'exécution. Et aujourd'hui ça continue parce qu'aujourd'hui quand on a des produits sur le marché ou d'autres en développement, on passe à l'exécution commerciale, quoi, avec des conséquences parfois très positives, parfois très négatives. Une question peut-être à Bivax. En tant que responsable du business développement et de la stratégie de développement, où est-ce que vous voyez les erreurs les plus fréquentes dans l'alignement science, stratégie clinique et valeur business? Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il faut aligner, enfin, les erreurs principales que je peux voir, c'est d'aligner en fait la science, donc à la paillasse, ensuite tout ce qui est la phase 1, et puis la clinique et le commercial. Donc un projet qui, d'un point de vue scientifique, peut être extrêmement, je dirais, extrêmement bon, peut, d'un point de vue clinique, être compliqué à mettre en œuvre et à la fin, on n'a pas ce qu'on souhaite. Donc, il faut que les équipes, à la fois scientifiques, les équipes cliniques et les équipes, je dirais plus marketing, vente, business développement, soient alignées sur un projet. S'il y a un disconnect, voilà, on n'arrivera pas peut-être à avoir la bonne population de patients, on n'aura peut-être pas les timelines qu'il nous faut, on aura peut-être et à la fin, la valeur qui sera proposée ne sera pas celle qui était prévue. Et bien sûr, on sera sanctionné par le marché.
Donc l'alignement, c'est le rôle de la gouvernance, c'est le rôle du CEO. Et c'est pour ça qu'il faut une gouvernance très forte. Et je pense que c'est un des points faibles des biotech françaises, c'est d'avoir une gouvernance qui soit reconnue et qui soit reconnue par les États-Unis, par les investisseurs américains, puisque ce sont eux qui vont venir lorsque vous allez avoir beaucoup d'argent, c'est-à-dire en début de phase 3, et c'est eux qui vont regarder si ils peuvent mettre de l'argent dans votre société. Donc, est-ce que votre gouvernance est bon? Est-ce que vous avez une technologie rupture? Est-ce que vous avez des gars qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec résilience? Et une question pour Cédric. Le regard de l'investisseur, vous, quand vous analysez un dossier, quel est le désalignement qui vous inquiète le plus relativement tôt ou au moment où vous rentrez dans le dossier? Est-ce que c'est plutôt le scientifique, le clinique, le managérial ou comme ce qui vient d'être dit finalement, un global en fait? Alors oui, on cherche un alignement global. Pour nous, il commence déjà au niveau de la cap table. Au moment où mon fonds, donc un fonds qui est Let's Stage, hein, le fonds crossover, c'est comment on va prendre le relais des investisseurs early, A, B, puisqu'en général, on investit à la C, pré-IPO, IPO. Et donc, on sait que ces fonds-là arrivent plutôt à la fin de leur investissement, vont peut-être devoir chercher de la liquidité assez rapidement. Et nous, on est plutôt là pour partir sur un nouveau cycle de croissance qui va demander beaucoup de capitaux, comme ça vient d'être dit, d'aller chercher en partie aux États-Unis, puisque la plupart du temps, on n'a pas trop le choix. Et donc, trouver cet alignement au niveau des investisseurs, c'est déjà très important, puisque la plupart du temps, et surtout dans les premiers tours de table, ces investisseurs sont aussi au board, et donc il y a un poids très important des investisseurs au board. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nous, ce qu'on va challenger, au-delà effectivement du concept général de bonne gouvernance, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Là, on a un exemple, tu l'as cité, avec Laurent, qui est cofondateur de sa société et qui est aujourd'hui encore là et bien là, avec les succès réalisés. J'ai envie de dire que c'est plutôt l'exception que la règle d'avoir une personne qui soit capable d'être aussi bon à la création, à la vision, à l'ambition, mais à l'exécution et au scale-up. Parfois, comme on l'a fait chez Abivax, il a fallu changer beaucoup de choses au niveau managérial, renforcer la gouvernance, puisqu'on a dressé une nouvelle étape où on considérait qu'effectivement, il fallait qu'on change les choses. Donc ça, c'est d'essayer de bien anticiper aussi ces changements. Et quand j'ai anticipé, ça veut dire qu'au moment où on rentre, on peut avoir des discussions très claires, très ouvertes avec nos dirigeants pour dire, écoute, pour moi, c'est très clair que dans les 2 prochaines années, on y va ensemble. Après, on va peut-être se poser pour voir où on sera et imaginer quelle peut être la suite. Donc ça, c'est des discussions. Et plus c'est clarifié en amont, plus les choses se passent en général bien. Et c'est dans ce côté professionnalisme que tu évoquais par rapport à notre écosystème français de biotech, je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Et c'est ça aussi qui crée de la valeur dans les sociétés, pas que la science. Entendu. Et justement, sur le sujet du financement versus le partenariat, une question peut-être à adresser à Pierre. À quel moment un partenariat industriel devient-il, selon vous, un accélérateur de valeur plutôt qu'une option de survie? Alors, il devient un accélérateur de valeur à partir du moment où on choisit et on n'est pas contraint. Donc, si on est contraint par des aspects financiers, déjà là, on part dans une direction un peu compliquée. Donc, un accélérateur de valeur, un partenariat, ça doit apporter de la valeur. Et en fait, le gain net doit être positif. C'est-à-dire, si on perd de la valeur pour nos actionnaires en faisant un partenariat, honnêtement, il ne faut pas y aller. Il y a d'autres solutions. Il y a des solutions bien sûr, de faire une levée d'equity. Il faut que les investisseurs soient prêts à la dilution. Des investisseurs qui ne sont pas prêts à être dilués, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir aller chercher de l'equity. Et ça peut être dramatique pour une société. Et on peut aller chercher aussi de la dette, mais toujours on va chercher
des banquiers qui ont ou des sociétés qui ont bonne réputation. On ne va pas chercher des requins. Donc il y a beaucoup de solutions, dilutif, non dilutif, equity, ça peut être du royalty financing, il y a plein d'autres solutions qui vont permettre de passer une étape, donc un catalyste, on ne fait jamais, enfin on ne fait jamais, on est obligé, mais on attend d'avoir un catalyste avant de faire un partenariat et on essaie d'avoir un maximum de cash runway, sinon on sera sous pression. Donc, on va chercher un partenaire quand on est prêt, en fait, quand on est prêt à le faire, si on peut, forcément. Bien sûr. Et pour réagir à ce que vous venez de dire, est-ce que chez Abivax, Medincell ou Nanobiotics, vous avez déjà été confronté à la situation de refuser un deal attractif financièrement, ou en tout cas sur certains aspects, justement parce que ça vous fermait une option stratégique sur une vision que vous aviez? Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, chez Abivax, en tout cas, on a ce regard sur nos actionnaires. Est-ce qu'on va apporter de la valeur ou pas? Si on n'apporte pas de la valeur à la société en faisant un deal, ça ne sert absolument à rien et c'est même une faute. Oui, dans la vie de Nanobiotics, sur notre premier produit, on a refusé 4 deals avant de finalement d'aller chercher un deal. Parce que c'est toujours un arbitrage. Il y a tout un tas de façons d'avancer et de créer de la valeur. C'est ce que tu disais un petit peu, Pierre. Il y a tant qu'on crée plus de valeur en allant chercher de l'equity, c'est là qu'il faut aller. Au bout d'un moment, quand ça devient très gros ou quand on s'approche du commercial ou quand il faut lever tellement d'equity pour aller financer les prochaines étapes en fonction de la market cap, il y a des arbitrages à faire. Nous, pour plusieurs raisons, on a dit non à des deals. Un, parce qu'économiquement, ça faisait pas de sens des fois. Certaines fois, parce que les sociétés avec qui on avait discuté n'avaient pas les ambitions ni les moyens d'aller vraiment développer notre produit. Et en gros, on a décidé d'aller chercher un partenaire de façon proactive, ce qui nous a amené à signer un deal avec Johnson & Johnson. À un moment donné où le produit était suffisamment avancé, il fallait commencer à penser à la commercialisation à travers le monde et qu'il fallait aussi surtout avoir un partenaire qui puisse développer très largement notre produit, qui pourrait s'adresser à des millions de patients. Donc ça, financer ça par le marché, avec l'efficacité et l'exécution qu'il fallait mettre en face, c'était quelque chose de pas rentable. Et en gros, ce deal nous apporte un dérisking de l'exécution, mais aussi une rentabilité bien meilleure et un gâteau qui est au moins 10 fois plus gros que celui qu'on aurait pu aller chercher tout seul. Très clair. Et côté Medincell? Alors nous, c'est un peu particulier parce que les partenariats, les deals, les licensing deals, ça fait partie de notre modèle de société. Cela étant dit, on a déjà refusé des choses, notamment parce que notre objectif, c'est de créer de la valeur sur le long terme. Aujourd'hui, on a déjà eu des sociétés, petites ou grosses, qui nous ont proposé d'essayer de développer des produits ensemble. Si on voit pas le marché qu'il y a derrière, si on estime que le marché n'existera pas dans 5 ou 10 ans quand le produit pourrait arriver, on est capable de dire non, et on a déjà dit non. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Pour l'anecdote, on a déjà un de nos partenaires qui nous a même proposé de nous racheter il y a quelques années, notre premier partenaire Teva, avec qui on a un produit, un autre qui arrive bientôt. Et déjà à l'époque, et je pense que ça c'est la vision, ça revient à ce qu'on se disait, il faut pas lâcher, quoi, parce que ça peut être alléchant, mais en fait, la création de valeur potentielle, elle est tellement énorme si on exécute, pour revenir à ce qu'on disait, qu'il faut être capable de garder le cap, et parfois même à l'encontre de ce qu'auraient envie les actionnaires sur le court terme, en fait. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est, dans la mesure du possible, c'est d'éviter de se retrouver dans des situations où on n'a pas le choix. Je pense que ça, c'est ce qui nous drive tous. Donc, ça veut dire que le boulot d'un CFO, tous les CFO, c'est anticiper, préparer toutes les options, tout ce qui est possible et imaginable pour pas se retrouver au pied du mur et devoir accepter un deal ou de faire l'equity dans de mauvaises conditions. Merci, très intéressant. Et du coup, la réaction de l'investisseur, de votre point de vue, quelle est la plus grande erreur des biotech françaises dans la négociation avec les partenaires éventuels, et en particulier les big pharma? Alors l'erreur, je pense, une fois de plus contrainte, comme ça a été évoqué, il y a encore 5, 10 ans, on a vu tellement de sociétés avec une belle science, bons produits, mais qui n'avaient pas la capacité de se financer, sont en privé, après aller se coter en bourse, mais trop tôt, tu as connu ça, Jamila, comme moi. Et donc, après, une fois qu'on a épuisé un petit peu tout ça, on cède la société ou le produit trop tôt, et donc la valeur, elle part à l'extérieur.
Et donc, c'était ça le drame, je pense, de notre écosystème, parce qu'on avait, on avait des sacrés produits, de la bonne science, mais on la faisait partir à l'extérieur. Donc nous, on parlait d'ambition et de vision quand on a lancé ce fonds Let's Stage chez Sofinova en 2018. Et pour ceux qui me connaissent, précédemment, j'ai accompagné certaines entreprises en tant que banquier d'affaires. C'était de voir que si on était capable de lancer des fonds et de mettre en place des équipes pour accompagner plus longtemps nos sociétés du secteur et garder la valeur in-house, et c'est là on allait créer de la valeur, accepter la dilution, bien évidemment, comme nous, à certains, mais pour un gâteau beaucoup plus gros. Quand on lève 750 millions, comme ça a été le cas d'Abivax, c'est la dilution, mais on l'a fait sur une valeur de 5 milliards, donc on était à 500 millions quelques jours avant. Donc tout ça, faut le prendre en compte. Et donc, moi, je dirais que, de façon générale, un fonds comme nous, mais les investisseurs, on préfère faire tout ce qui est possible pour garder de la valeur en interne. C'est l'ADN. Et donc, je pense que c'est un point essentiel. Et le deuxième point que je voudrais quand même mentionner, parce qu'on a des cas, et là encore bravo, parce que je pense que tout ça est très complémentaire. En fait, vous avez un peu des logiques de plateforme. Pour toi, Laurent, ça va se découper dans différents concerts, etc. Mais tu peux aussi te dire, Monsieur Johnson, je donne telle ou telle indication, mais je vais me garder celle-là ou je vais le développer à quelqu'un d'autre. Mais il y a un découpage qui est aussi possible. Même chose chez Medincell, où finalement c'est une plateforme de long-acting injectable. Bon, on part sur la neuro. C'est peut-être demain on peut partir sur autre chose. Je crois que vous l'avez fait avec d'autres partenaires. Puis il y a des produits que vous allez garder plus longtemps peut-être en interne parce que vous allez juger que ça va créer plus de valeur. Donc, il y a aussi, en fonction de votre modèle d'affaires, je pense que vous pouvez aussi le gérer différemment. Là où chez Abivax, c'était essentiellement un produit, toute l'histoire récente. Et après, je pense que l'histoire d'Abivax qui est intéressante, parce qu'on parle beaucoup de tout ça, il y avait une super science, mais au départ, c'est parti sur une mauvaise ère thérapeutique et vision de marché, qui était la virologie. Finalement, il y a eu un pivot qui a été salutaire, où à un moment on s'est dit, non, c'est pas vers là où est le potentiel du produit. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. Parfait. Et sur le sujet justement de la négociation auprès des investisseurs internationaux et surtout des big pharma, question peut-être à Laurent et à Pierre, qu'est-ce qui concrètement a fait basculer votre crédibilité auprès des investisseurs internationaux et des big pharma justement? C'est toujours difficile à dire parce que c'est un travail de longue haleine. Je pense que c'est l'accumulation de données, c'est toujours important, surtout quand on développe quelque chose de disruptif ou sans comparateur. Il faut arriver à un certain niveau de preuve du concept pour que les gens puissent accepter ça. Et c'est la même chose pour les pharma. Après, il y a le stade de développement du produit. Mais si on regarde plus précisément, si on veut essayer de commenter ce qui s'est passé l'an dernier avec une appréciation du cours de bourse, je pense que le shift qu'on a observé correspond à plein d'éléments macro, micro, mais aussi internes. Mais quelque chose d'assez essentiel, c'est de faire comprendre aux gens la valeur du produit. Pour nous, ça a été ça, que c'est pas un produit, une indication, 1 milliard de chiffre d'affaires, mais plutôt un produit ou une plateforme dans un produit qui va pouvoir faire 6 à 20 milliards de chiffre d'affaires et que le deal qu'on a signé avec J&J nous rapportera entre 1 et plusieurs milliards d'euros par an. Et à partir du moment où on a ça en tête, après, c'est quelles sont les prochaines étapes qui vont valider ça et qui vont permettre aux investisseurs de rentrer le moment. Et après, tout s'enchaîne plus facilement. Et dans les discussions que vous avez pu avoir avec les big pharma, tu l'as senti ce point de bascule effectivement où tu as réussi à faire passer le message que vous n'étiez pas sur un produit, une indication, mais vraiment sur quelque chose qui avait effectivement le potentiel d'une plateforme. Oui, il y a ça évidemment. Et là, les données cliniques sont hyper importantes, de montrer qu'un produit marche, ça n'a pas de prix. Mais aussi l'alignement stratégique, c'est aussi important. Si on prend Johnson & Johnson, par exemple, on avait discuté déjà il y a 10 ans avec Johnson & Johnson, mais on n'avait à ce moment-là pas d'alignement stratégique, même s'ils voyaient la valeur du produit. Alors que dans nos dernières discussions, en 2023, avant de signer le deal, on avait non seulement validé le produit, mais on avait un super alignement stratégique et une croyance partagée que d'aller traiter les patients tôt en oncologie, c'est là qu'on aurait le plus gros impact et c'est là que le marché était et où il n'y avait pas de compétition.
Donc, c'est ces deux choses qui ont fait le déclenchement pour le deal. Et côté Abivax, est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, Pierre? Oui, tout à fait. Je confirme complètement. Nous, plus spécifiquement, on avait une technologie de rupture, le micro-RNA, et ça a été très compliqué. Enfin, on était pionniers quelque part, on est first in class, et on a mis beaucoup de temps à convaincre l'écosystème que notre produit, que ce mécanisme d'action pouvait changer les choses. Et au fur et à mesure où on avançait, on découvrait de nouvelles choses dans le mécanisme d'action. Donc, on avançait petit pas par petit pas jusqu'à arriver aujourd'hui où on a une vision claire du mécanisme d'action. Donc, c'est en quelque sorte, on a dérisqué notre mécanisme d'action. Et lorsque l'écosystème s'est rendu compte que le mécanisme d'action allait révolutionner en quelque sorte les maladies inflammatoires de l'intestin chroniques. À ce moment-là, oui, il y a eu ça a commencé à, voilà, avant c'était un peu repoussoir. Maintenant, ça c'est d'un point de vue externe. D'un point de vue interne, c'est l'exécution dans les essais cliniques. Quand vous ouvrez votre data room, il faut que ce soit clean. Donc, il faut que l'exécution ait été faite aux petits oignons, parce que sinon, ils regardent et ils s'en vont. Donc, on a eu l'exécution de la phase 2B. Paul Ginès est avec nous, qui était à l'époque opération clinique, qui a été exécutée de façon admirable. Et ensuite, on est passé en phase 3. Donc, ils ont vu qu'au niveau de l'exécution, ça roulait. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite boîte française qui exécute comme ça et de façon irréprochable? Et je dirais que d'un point de vue interne, oui, il a fallu se structurer aussi, parce que ce qu'ont regardé les investisseurs et l'écosystème dans son ensemble, c'est OK, ils exécutent, mais est-ce qu'ils vont être capables de continuer à exécuter? Donc, il y a aussi ce regard sur la gouvernance, sur les personnes qui sont qui est le CMO, qui est le CSO, qui est le CBO, combien de recrutements vous allez faire, etc. Donc, donner une perspective à court terme, mais aussi à long terme. Et être droit dans nos bottes. C'est important d'être droit dans nos bottes. Et Laurent l'évoquait, c'est aussi une histoire d'alignement. Finalement, il y a aussi une histoire de rendez-vous entre la biotech et la pharma. Est-ce que vous avez senti une différence dans l'intérêt porté par les big pharma sur ce que vous faisiez, au-delà de la clinique et du stade de développement, par rapport à la tendance de marché sur l'inflammation, par exemple, qui a gagné un petit peu d'intérêt ces dernières années? Est-ce que vous avez senti une différence? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc, effectivement, les pharma, à moins qu'elles soient aveugles, effectivement, elles voient notre évolution. Donc, effectivement, elles sont au courant de ce qu'on fait. Oui. Et la question posée aussi à Medincell, est-ce que votre crédibilité s'est-elle construite aussi de la même manière, ou est-ce que les leviers sont différents compte tenu de votre positionnement qui est aussi différent? Évidemment, les partenariats sont importants pour nous, que ce soit celui qu'on a pu faire en 2013 avec Teva, et mener jusqu'au bout. C'est ce qui nous a permis de mettre un premier produit sur le marché. Quand l'année dernière, on annonce, il y a un an et demi maintenant, un partenariat avec AbbVie, forcément, ça renforce énormément la crédibilité et la confiance dans notre modèle. Mais je crois que pourquoi ça renforce? Parce que je pense qu'au fond, personne n'est dupe, et que ce que cherchent les pharmas, c'est du revenu. D'accord? Elles cherchent du revenu, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais elles cherchent à générer du revenu. Et donc, à partir du moment où elles viennent accoler leur nom au nôtre, je pense que c'est la même chose pour les investisseurs, peut-être avec des temporalités différentes. Elles viennent valider notre technologie et notre capacité à leur donner les clés pour générer du revenu. Donc oui, forcément, c'est des éléments cruciaux pour nous, les partenariats. Et les investisseurs aussi, bien entendu, surtout quand ils sont américains. Et la lecture de l'investisseur, aujourd'hui, une biotech française, est-ce qu'elle peut réellement réussir sans ancrage fort aux États-Unis? Et deuxième question qui complète celle-ci, c'est comment s'inscrit désormais l'Asie dans le paysage global? Alors juste un petit point côté investisseur à rajouter à tout ce qui a été dit, et je suis aligné, c'est que parfois aussi, ce qu'on constate, c'est que dans les sociétés, les interactions avec les big pharma, c'est pas simple. C'est des gros animaux qui sont avec des organisations internes très complexes. Et nous, on a la chance d'être en interaction régulière, puisqu'ils regardent notre portefeuille, on échange. Là, on vient de la GPM, on ouvre le kakémono, on montre tout notre portefeuille, et ils sont là. Voilà. Donc, on est là aussi
Alors, il y a des sociétés qu'on n'a pas besoin, puisqu'ils ont les bons CBO, etc. Mais pour aider à connecter au bon niveau, auprès des bonnes personnes. Il faut un champion en interne. Si vous n'avez pas de champion chez le pharma, il ne se passe rien. Et puis, il y a le classique entre la R&D et puis les équipes commerciales. Voilà, donc tout ça, c'est hyper important. Et on essaye, nous, en tant qu'actionnaires aussi, d'aider sur ces aspects-là. Et puis, une fois que c'est signé, il y a l'exécution du deal aussi et les interactions. Ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que faut pas croire qu'une fois que c'est signé, voilà, c'est fait. C'est là où tout commence et c'est là où aussi il faut faire en sorte que les équipes travaillent bien ensemble. Alors pour revenir à ta question, bon, les États-Unis, je crois que en termes de marché financier, d'accès au capital, c'est le premier au monde. En termes de marché pharmaceutique, et je pense que Trump nous le fait bien remarquer, c'est le premier au monde, là où les prix sont les plus hauts au monde. Donc, de toute façon, les États-Unis, c'est incontournable. Est-ce qu'il faut absolument une présence sur place? Oui, quand, comment? Ça, c'est une question et qui peut être propre à chaque entreprise. Mais en tout cas, il faut une ambition d'intégrer d'une manière ou d'une autre les États-Unis dans la démarche de l'entreprise et dans la volonté, effectivement, d'aller se développer aux US. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a plusieurs étapes à franchir. Là, ce que je dirais, c'est aussi, je crois que le mot anticipation a été donné, c'est que le jour où on décide d'investir un peu plus aux États-Unis ou de préparer une IPO au Nasdaq, il y a du temps. Ça se prépare, c'est long, comme le disait Laurent, il faut y aller plusieurs fois, il faut convaincre. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là-dessus, c'est des choses à planifier à tous les niveaux. L'Asie, aujourd'hui, ça devient incontournable, surtout quand on parle de la Chine. Je crois que récemment, 35 à 40% des licensing deals faits par les pharmas sont sur des assets chinois. Si on s'était dit ça il y a 5 ans, 10 ans, je pense que combien de doigts se seraient levés dans la salle pour valider un pourcentage comme celui-là. Très best in class aujourd'hui, mais qui va bouger en first in class très rapidement, avec des coûts attractifs, avec une capacité d'aller recruter avec le bassin de population qu'ils ont beaucoup plus rapidement que chez nous. Et puis maintenant, des data, enfin plus personne ne remet en cause la qualité des données ou la véracité des données chinoises. Donc la Chine, incontournable, qui devient plus compétitif. Et là, je pense qu'il faut de la présence sur place, aussi à notre niveau. Hein. Parce que nous, on regarde plus, mais faut quand même avoir des réseaux sur place. Si vous y allez comme ça et vous négociez depuis Paris, 8e ou 16e ou ce que vous voulez, vous avez peu de chances quand même d'être sur les bons assets. Donc là encore, il faut y mettre les moyens et développer les réseaux sur place. Et puis après, il y a d'autres. Bon, le Japon est aujourd'hui beaucoup plus big pharma, mais donc je trouve qu'en innovation, c'est un petit peu moins pertinent, mais c'est évidemment des acteurs importants. Et je mentionnerai la Corée du Sud. Moi, j'y suis allé il y a quelques mois. C'est assez fascinant ce qui se passe là-bas. Donc au niveau financement, il y a pas mal à construire, mais en termes de science, et puis ils ont beaucoup d'argent, ils ont des fonds de pension, donc ça change. MBS, c'est un fonds de 800 milliards quand même, donc on n'a pas ça en tête, mais c'est quand même hallucinant. Et donc l'Asie devient totalement incontournable, et je terminerai par ça, c'est la vraie question qu'on a se poser en Europe, c'est comment on se positionne entre l'Asie qui a fait un bond phénoménal en termes d'innovation et qui reste ultra cost-effective, et puis à l'ouest, les États-Unis qui restent le premier marché avec tout ce qu'on s'est dit, et aussi une grosse capacité d'innovation. Comment on se positionne, mais des prix élevés et des coûts élevés. Hein. Donc comment l'Europe se positionne entre ces deux pôles qui dominent aujourd'hui, qui vont dominer encore dans beaucoup d'années le marché de la santé. Et pour réagir à ce que tu dis, justement, vous, les dirigeants de société, ou en tout cas membres de la direction, est-ce que la pression de l'administration en termes de santé de Trump et à la fois effectivement l'évolution du paysage avec une présence de plus en plus forte de la Chine, est-ce que c'est des choses qui vous ont amené à réviser votre stratégie, ou sans aller jusque-là pour le moment, est-ce que c'est des façons de négocier qui sont différentes au niveau global ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des pharmas qui vous demandent aujourd'hui d'avoir une présence, en tout cas dans les essais cliniques, un peu plus importante, orientée Asie, par exemple ?
pour le Japon, moi j'encourage toujours à regarder le Japon. J'y ai habité 13 ans et le Japon, la certitude est quand même assez basse. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît les règles, il y a très peu de casse. Donc on sait quel prix on va avoir, les étapes sont bien définies. Donc si on se fait aider par les personnes qui savent comment ça marche, il n'y a pas de raison. Si le produit est bon, il n'y a pas de raison. Donc le Japon, je vous encourage à regarder de près parce que des fois on regarde plutôt la Chine que le Japon, mais je vous encourage à regarder les deux. Au niveau de notre essai clinique, l'essai clinique de phase 3, on a fait une étude au Japon, une étude en Chine, donc pour l'Asie, en Amérique latine, en Europe. Donc, on a essayé d'être sur tous les continents pour pouvoir lancer le produit au niveau mondial. Je voudrais un truc peut-être un peu plus macro par rapport à cette question. C'est finalement, nos produits prennent du temps à développer. Et quand on commence un développement, on ne sait pas comment l'environnement va évoluer pendant tout ce temps. Donc, à la fois, il faut avoir de la rigidité et de la flexibilité. De la rigidité sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas suivre les modes qui peuvent changer tous les 6 mois, voire tous les 2 ans dans notre industrie. Si on a une idée, qu'on y croit, il faut y aller, il faut la garder, il faut garder le cap. Et de l'autre côté, il faut être flexible vis-à-vis de l'environnement qui bouge. Et l'environnement, il va rebouger dans 2 ans. Et je pense que dans cette salle, personne ne sait où on sera dans 2 ans. Donc, c'est à la fois garder le cap, mais sans savoir exactement par quel chemin on va devoir passer pour s'adapter à l'environnement. Et pour illustrer ce que tu viens de dire, est-ce que tu as un exemple très concret de révision importante de ta stratégie que tu as pu apporter? On n'a pas révisé notre stratégie, on a gardé le même cap. En revanche, on a su abandonner des projets, même qui marchaient et qui avaient été développés jusqu'à un certain stade, parce qu'en regardant l'image de façon neuve tous les jours, on s'est dit que le nouveau projet qu'on développait, c'est celui qui arrive près du marché maintenant, avait de plus gros potentiel. Donc, on a mis notre investissement d'avant à la poubelle, mais pour se dire que ce qu'il y avait devant nous était beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus important. Et dans les changements de stratégie, c'est surtout de l'adaptation. On n'a pas changé de stratégie. Quand le Covid est arrivé, on a dû s'adapter en termes d'exécution, en termes de localisation. Aujourd'hui, la notion de tarif, pour nous, ayant J&J à bord, nous impacte pas spécifiquement sur notre premier produit. Mais sur les autres, si ça reste, ce sera le cas. Mais comme les autres vont arriver un peu plus tard, on peut imaginer que cet environnement va aussi changer. Donc, prendre des décisions trop vite vis-à-vis d'un environnement à long terme, c'est aussi un risque que souvent il ne faut pas prendre. Il faut attendre que ça bouge et s'adapter sur le court terme, mais garder le cap pour le long terme. Finalement, une bonne stratégie, c'est une stratégie qui est bien exécutée. Et question ouverte aux 3 sociétés, quelle compétence ou qualité humaine a été décisive selon vous dans les phases les plus critiques, justement? Si je peux répondre, moi, pour l'avoir vécu, c'est garder le cap, encore une fois. Enfin, c'est d'être capable de pas, effectivement, de s'adapter à un environnement qui change et qui va changer, ça on le sait, mais en gardant le cap et en étant aussi capable, et je pense que c'est important, et ça fait partie aussi de garder le cap, d'arrêter les choses au bon moment dès qu'on sait que ça vaut pas la tête de s'entêter. Ça, c'est aussi quelque chose, une expérience importante chez Medincell. Mais je pense que on a développé des choses chez Medincell où finalement peu de gens croyaient en la valeur que ça pouvait créer. Et en fait, nous, on avait notre thèse qui se confirme aujourd'hui. Alors, certains diront que c'est de la chance, d'autres diront qu'on était des visionnaires. Mais le fait de pouvoir créer de la valeur à travers notre technologie et même avec des molécules déjà approuvées, c'est quelque chose dont on parlait déjà il y a 15 ans et avec des métriques qui sont à peu près ceux qu'on a encore aujourd'hui. Et ça, il faut être solide pour garder le cap quand on a un environnement, quand on devient une société cotée avec des hauts, des bas, que des événements qui nous échappent totalement viennent totalement ont des impacts forts, sur la société, sur le cours, et puis ça a des impacts en interne. Nous, on est une société où les gens sont tous actionnaires de la société. On a encore aujourd'hui pas loin de 30% entre les fondateurs et les salariés du capital de la société. Donc, il faut que tout le monde, c'est super. Aujourd'hui, tout le monde est content, mais il y a 3 ans, tout le monde tirait un peu la tête et d'être
ce que vous êtes, d'arriver à garder les équipes motivées et à continuer à en croire dans le projet de l'entreprise sans le dévier en fonction des modes ou parce qu'un tel ou un tel dit ceci ou cela, ça demande de vraies compétences de dirigeants. Alors moi, c'est pas directement mon rôle, mais j'assiste un petit peu. Et puis, on est tous des porte-parole de la société, et c'est vrai en interne et en externe. Donc, il faut garder ses convictions, garder le cap, et aussi savoir dire stop quand on s'est trompé ou quand ça marche pas, ou se réorienter. Je pense que c'est vraiment essentiel. Non, je pense que toutes les biotech traversent des moments difficiles, des moments de joie, mais aussi des moments difficiles. Et ça a été le cas pour Abivax, où on a traversé quelques tempêtes. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est beaucoup de résilience au niveau du management. Et aussi, dans ces moments extrêmement difficiles, de regarder les choses factuellement, sans ego, et être prêt à changer de cap s'il le faut. Malgré tout ce qu'on avait, malgré le cap qu'on avait suivi jusqu'à maintenant. Donc il faut une équipe qui soit vraiment résiliente, qui s'entende bien et qui soit capable de pivoter quand il est nécessaire de pivoter. Et encore une fois, en laissant ses égos de côté, parce que dans ces périodes-là, c'est comme une équipe de rugby. Si vous en avez 2-3 ou même un qui ne fait pas son rôle, vous échouez. Donc il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et ceux qui vont pas dans le même sens, désolé, mais ils doivent partir. Donc on pousse tous dans le même sens. Et je prends souvent cette image. On est à la 40e minute, deuxième mi-temps de rugby. Les gars, on a une touche contre nous. Il faut qu'on aille mettre un essai. On se dit pas, c'est foutu les gars. On se dit, les mecs, on va prendre le ballon et on va aller de l'autre côté. Donc, il faut que toute l'équipe aille dans le même sens. Et du point de vue Sofinova et aussi une synthèse de tout ce qui a été dit, même si tu as partiellement répondu à la question tout à l'heure, mais est-ce que ces éléments clés humains peuvent aussi se trouver au board plutôt que dans l'exécutif ? Et en d'autres mots, en fait, est-ce que la présence de fonds institutionnels spécialisés au capital peut aussi constituer un signal précoce de succès dans la biotech ? Je vais rajouter un mot là, parce que ça, en fait, pour les fonds, c'est pareil. Moi, j'ai un fonds qui a une maturité de 10 ans. Donc, quand on a lancé en 2018, on parlait tout était autour de start-up. On parlait de scale-up. Les mecs nous regardaient, hein, qu'est-ce que vous racontez ? On va investir et dans des sociétés non cotées et dans des sociétés cotées. Alors pour LP, alors là c'était, c'est pas les mêmes poches là. Ok. Et puis le Covid arrive, tout le monde nous prend pour des génies parce que les marchés sont montés. Après, pendant 3 à 4 ans, on en discutait. Certains, on a une traversée du désert avec la macro, les marchés le XBI qui est passé de 140 à 60 ou même plus bas, je sais plus. On a tenu le volant, pareil, on a tenu le cap. Et puis là, les choses vont mieux avec des succès. Donc, juste, ça me résonne parce que ce que vous disent là, ces entrepreneurs et ces managers autour de la table, en fait, pour nous, c'est un petit peu la même chose. Et on a cru en notre stratégie. Et là, ça commence à payer. Mais voilà, il y a eu aussi des hauts et des bas. Alors, niveau... nous, ce qu'on va regarder... Alors déjà, pour nous, ce qui est hyper important en termes de gouvernance, c'est comment elle fonctionne, comment le CEO est accompagné, backé, challengé par un chairman, par un board, par les indépendants. Donc c'est à la fois évidemment un partenariat, et puis mais c'est un partenariat actif, sportif, où on a besoin, comme on s'est dit, pour prendre les bonnes décisions, de mettre un peu l'émotion de côté et de regarder les choses froidement. Pour nous, c'est aussi difficile quand dans la thèse d'investissement, on a parié sur un projet en particulier, puis qu'on arrive à une conclusion que ce projet-là, faut le mettre à la poubelle parce qu'on a plus de valeur à créer, et qu'on revient, nous, à notre comité en disant, voilà la décision qui a été prise. C'est pareil, mais quand on a un dialogue franc, transparent. Alors, ce mot-là, il n'a pas été... Mais pour nous, la transparence, c'est clé. C'est-à-dire que même si un CFO, un CEO, un CBO, à un moment est en difficulté ou n'arrive pas à délivrer rien ou se doute, etc., il faut dire les choses. Et surtout dans ces cas-là. De toute façon, les choses vont sortir à un moment ou à un autre.
plus elles sont tard, plus elles sont dramatiques. Et nous, en tant qu'investisseurs, cette confiance, elle sera rompue à jamais. Et puis en plus, on se connaît tous, on a un petit milieu. Et donc, c'est au final, c'est bon pour personne. Donc, transparence, confiance, ça c'est vraiment quelque chose qui est absolument clé, encore plus dans ces moments, difficiles. Donc, tout ce qui a été dit autour de la résilience, de l'anticipation, c'est évidemment des éléments clés. Mais je rajouterais ça effectivement, transparence, confiance. Parce que voilà, il y a celui qui joue pas le jeu ou celui qui fait semblant de jouer le jeu, et c'est même pire. En l'occurrence, c'est un peu mon métier et je pense que c'est important que l'on comprenne. C'est vraiment fondamental. On a effectivement tous connu des hauts et des bas, et je pense que quand on est transparent et quand on se cache pas en fait quand ça va pas, ce qu'on voit un peu trop souvent pour l'avoir fait depuis des décennies, tout se passe tellement mieux à ce moment-là et après. Je pense que c'est vraiment très, très important vis-à-vis de tous ces investisseurs, et je pense qu'ils sont institutionnels ou particuliers, de ce côté-ci ou de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, il faut ne pas se cacher, être transparent, aller expliquer pourquoi, comment, la stratégie, où on va. Je pense que c'est des éléments essentiels et ça simplifie tellement les choses sur la durée qu'il ne faut pas se priver de ça, même si parfois c'est un peu plus compliqué que d'autres. Non, je suis tout à fait d'accord avec la transparence, c'est clé. Maintenant, c'est aussi au CEO d'instaurer ça. C'est-à-dire que le CEO est celui qui dit, les gars, on ne me cache rien, tout le monde fait des conneries, mais je veux le savoir. Parce que si on a un CEO qui a un certain ego et qui met la pression, genre à chaque fois qu'on lui amène quelque chose qui ne va pas, vous envoie balader, lui, il va créer quelque chose de négatif. Donc, c'est le rôle du CEO d'être hyper transparent et vraiment de demander à ses équipes, à chaque fois qu'il y a un problème, vous me le ramenez. Parce que comme disait Cédric, c'est un effet papillon. Un petit problème lorsqu'on est en phase 1, ça devient un énorme problème en phase 2 et en phase 3. Donc, il faut que tout soit sur la table. Oui, je pense que tout ça, c'est essentiel. Et il y a un autre point aussi qui pour nous a toujours été important et qui aide justement à s'adapter dans un environnement changeant, mais aussi à driver son équipe, c'est écouter. Écouter ce que les autres disent et pourquoi, savoir d'où ils viennent. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord tout le temps, mais à partir du moment où on sait où sont nos investisseurs ou d'autres investisseurs, notre équipe, que ce soit l'équipe, ou les gens avec qui on doit bosser, ça permet de s'adapter beaucoup plus facilement. Mais ça demande, comme vous l'avez dit, de mettre l'ego de côté et de vraiment écouter ce qui vous est dit et d'en faire une synthèse pour trouver le meilleur chemin pour l'entreprise. Et selon vous, quel est le meilleur garde-fou justement pour se garantir d'avoir un CEO qui pourrait challenger? Parce qu'effectivement, de façon très humaine, on peut avoir l'ego qui peut prendre le dessus. Comment est-ce que vous le garantissez? D'abord, les plus grosses causes d'échec que j'ai vues dans notre industrie, elles sont souvent drivées par l'ego. Je pense qu'il faut être bien entouré. Il faut des gens en qui on a confiance et qui ont confiance en nous, avec qui on peut échanger librement, savoir se dire quand les choses vont pas, et juste être humain, quoi. Et nous les points sur lesquels on va être vigilants, c'est l'idée des contre-pouvoirs, en fait. Parce que si vous avez trop de pouvoir d'un côté et que vous pouvez rien changer, ça va être un sujet. Donc ça se joue sur la cap table, puisque évidemment plus vous avez d'ownership et plus vous allez pouvoir aussi avoir un mot à dire. Donc ça, c'est factuel. Au niveau du board, ça sous-entend qu'il faut un bon équilibre. Je parlais souvent en série A, B, il y a un poids très important des investisseurs. Plus la société grossit, plus on va avoir des experts indépendants qu'on va faire venir pour aider à la réflexion, justement, et au challenge au niveau du board, avec les équipes, sur est-ce qu'on fait les bons choix. Et donc ça, c'est le mix NED, donc on va dire board member indépendant et investisseur, est absolument important.
À un moment ou à un autre, même si voilà, c'est des choses qui arrivent dans des sociétés, mais moi je crois véritablement en un vrai duo chairman ou chairwoman CEO, parce que voilà, un CEO est seul souvent, c'est difficile pour lui. Donc il écoute tout ça, mais c'est compliqué. Et donc le rôle d'un chairman c'est justement de pouvoir avoir des discussions qu'il peut peut-être pas avoir dans d'autres forums, et de se challenger lui-même. Et donc moi je pense que ça c'est aussi un élément qui à un moment ou un autre doit intervenir et peut être très aidant pour le CEO. Donc les aspects d'équilibre qui sont liés à mettre en place des contre-pouvoirs, mais avoir quelque chose d'équilibré, parce que voilà, dès qu'il y a des déséquilibres, forcément, on sait que ça va mal partir. Oui, et autre chose, c'est que le chairman n'est pas le CEO n'est pas le chairman. Donc chacun a son rôle et chacun respecte le rôle de l'autre, et ce qui permet d'avoir une synergie entre les exécutifs et puis l'opérationnel et puis le board qui est optimale. Et du coup, on a quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Enfin, je prends le cas forcément d'Abivax. On a un board extrêmement actif et extrêmement, je dirais, bienveillant, et qui aide vraiment la société à atteindre ses objectifs. Et on sent vraiment je dirais, ce moteur du board. Question à Cédric. Vous qui avez vu passer beaucoup de dossiers, est-ce qu'il vous est arrivé de trouver un dossier extrêmement séduisant avec une science excellente, des perspectives très bonnes, et pourtant vous avez décidé de ne pas y aller à cause du risque managérial identifié justement? Alors ça, c'est une très bonne question, c'est le grand débat science-management. Alors vous avez ceux qui disent, moi, le plus important, c'est la science, parce que factuellement, le management, ça se change plus facilement que la science. Et puis, il y a l'autre vision, qui est de dire que même avec une science moyenne, un super manager peut créer de la valeur. Alors, bon, faut peut-être que la vérité est entre les deux. Nous, chez Sofinova, très clairement, on donne la primeur à nos entrepreneurs. Pour nous, c'est clé. On a ce fameux Wall of Fame, voilà. Donc, nous, c'est people first, et véritablement, voilà, backer un CEO, une équipe. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est déjà arrivé? Ben oui, c'est déjà arrivé que on trouve une science bonne, mais que pour des raisons d'équipe ou de voilà, on se sentait pas d'aller pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, des fois plus. Hein, voilà, s'engager et être à côté d'une équipe qui, pour X raisons, pour nous, voilà, n'était pas forcément celle qui était adaptée, et où ça allait être difficile. Je parlais de contre-pouvoir, de changer les choses, ou etc. Mais donc, je pense qu'une fois de plus, il faut trouver le bon équilibre. Mais pour nous, voilà, on back avant tout des entrepreneurs. Et ce qu'on adore, c'est, on en a quelques-uns, on parlait de Marc de Garidel, sans le nommer tout à l'heure, qui a déjà fait 2 sorties Corvidia, Syncor pour Sofinova, et qui fait un super boulot. Bon, bah, on espère qu'il va avoir 3 fois sa photo sur le Wall of Fame. Et ça, c'est super, parce que c'est cette relation de confiance dans la durée qu'on est capable de renouveler. Et ça, c'est le meilleur des scénarios. C'est l'histoire du cheval et du jockey. Moi, je dirais que les deux sont importants. Il faut un médicament de rupture, parce que il faut bien sûr que le marché reconnaisse et que le produit va apporter quelque chose de plus au patient, un besoin médical qui n'est pas satisfait, Donc l'innovation de rupture dans les biotech, elle est nécessaire. Si c'est pour faire un MeToo, c'est pas la peine. Et puis bien sûr le jockey qui doit être excellent, parce que c'est tellement compliqué d'amener un produit à la commercialisation, qu'il faut quelqu'un qui soit vraiment très très bon pour pouvoir arriver au bout. En guise de mot de fin, et d'après votre expérience à chacun, si vous aviez un conseil à délivrer
un entrepreneur sur l'attitude à adopter en situation de crise, ce serait quoi exactement? Alors, ce sera d'abord une situation assez constante dans la vie d'un entrepreneur en biotech. Mais c'est vraiment de garder la tête froide, de regarder le long terme et d'écouter son environnement et les gens bienveillants autour de vous. Alors moi, je voudrais quand même mentionner qu'on est un secteur, si on se compare, là on est entre nous, mais on a un secteur mais incroyablement résilient. Parce que je pense qu'on a tellement d'attrition naturelle dans notre secteur. Bon, on connaît tous les probabilités de succès d'un médicament pour arriver sur le marché, sont quand même faibles, qu'on gère depuis le début. On parlait d'être de co-founder, voilà, le risque. Et donc, ça, je pense que c'est dans notre ADN, côté management, côté investisseur. L'autre aspect, c'est qu'on est extraordinairement capitalistique par rapport à d'autres industries et qu'on sait tous que à peine on a fini un financement, il faut penser au prochain. Et ça, quelle que soit la conjoncture. Donc en tout cas, je note, moi, de mon côté, que c'est une des forces absolues de notre secteur. Les investisseurs sont aussi extrêmement résilients, mais qu'on a cet écosystème qui, par nature, s'il n'est pas résilient, s'il ne sait pas gérer les crises et financières et machin, etc., aucune chance de survivre. Donc, soyons fiers, cultivons cette force. Et je pense qu'en France, en particulier, elle est là, elle est démontrée parce que on n'a pas eu, en plus, forcément toutes les pièces de l'écosystème qui ont tiré dans le sens qu'on souhaitait jusque-là. Il y a des améliorations, mais on est encore un petit peu loin. Donc voilà. Et puis pour le reste, je pense que tout a été dit. Il faut affronter les difficultés, ne pas les ignorer, écouter. Et puis après, voilà, essayer de prendre la meilleure décision possible au moment où on doit la prendre et avec les éléments qu'on a. Et ça, c'est notre devoir. Après, ça marche ou ça marche pas, mais au moins, on a fait notre devoir de façon professionnelle et avisée. Et puis après, il faut aussi un peu de chance. Je crois qu'on n'a pas parlé, mais sans chance, on n'y arrive pas. Je pense qu'il y a il y a les choses qu'on peut changer, il y a les choses qu'on ne peut pas changer. Donc, avec les choses qu'on ne peut pas changer, ça peut être des gros coups durs qui nous viennent de l'extérieur et il faut rester, je dirais, calme, avoir du sang-froid, comme tu as dit, parce que ça peut vraiment devenir une épidémie dans la société et tout le monde panique. Donc, si le boss, le chef, le meneur reste calme, tout le monde reste calme. Donc, c'est vraiment le sang-froid. On va trouver une solution, on va en parler en toute transparence et de toute façon, on trouvera une solution. Maintenant, il y a les choses qu'on peut changer. Et là, les choses qu'on peut changer, il faut les changer. Donc, c'est avoir une action sur tous les leviers qu'on a en face de nous sur notre cockpit et qu'on peut changer pour que la société aille dans la meilleure direction et avec la création de valeur. Et puis, il ne faut pas oublier à la fin que ça reste une grande aventure humaine et que on n'est pas des robots. Et pas encore. Et il y a aussi ce côté humain qui doit être vraiment au centre de la société. Bon, moi, je suis d'accord, mais je vais ajouter une chose quand même. Ce qu'on attend de nous, managers et du CEO, alors c'est pas mon rôle, mais pour travailler toute la journée avec, c'est ce qu'on attend de nous en interne et en externe, c'est aussi d'anticiper et même d'anticiper ce qui n'est pas forcément prévu. Et donc, de se préparer, de préparer un maximum de scénarios, ce qu'on fait toute l'année dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Se préparer aussi à affronter les crises dans sa tête, ça se prépare également. Parce que effectivement, la qualité numéro 1, et là, je vous jure, c'est le sang-froid, quoi. C'est la capacité à garder son sang-froid. Et je vais même... et parce que c'est humain, je pense que moi, c'est sa capacité à ne pas tomber dans le piège de la crise, à ne pas se mettre en boucle, à être capable de garder la tête hors de l'eau,
à être capable de continuer à être un meneur et puis aussi de penser à son bien-être personnel en tant que CEO ou manager, c'est-à-dire que on ne peut pas arrêter de faire du sport, on ne peut pas arrêter de vivre avec sa famille ou quoi que ce soit face à une crise parce que c'est ce qui nous régénère en général beaucoup. Donc, enfin, chacun a son truc, hein, famille, sport ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est vraiment important. On dit souvent qu'on est CEO à temps plein et je pense que c'est vrai. Mais si on se prépare bien aux moments difficiles et aux crises, et il y en a qui sont coachés, et je pense que c'est quelque chose d'important, quoi. Si on se prépare à surmonter ces moments-là, parce qu'ils vont forcément arriver de toute manière, et ben on est meilleur pour prendre les bonnes décisions, tout simplement, quoi. Donc, je crois que c'est ce que nos équipes, nos investisseurs attendent de nous, d'être prêts à surmonter les crises. Je pense que c'est fondamental. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et pour votre transparence. On va laisser place à la session de questions-réponses. Merci pour le panel, ça a été très bon, très illustratif. Moi, je voudrais vous provoquer avec une chose que j'ai entendue à la JP Morgan avec un partenaire d'un fonds américain très connu qui disait que les compagnies européennes c'était under-financed, under-managed, qu'ils ne travaillaient pas assez. Un cliché. Alors, c'est une façon que certains fonds américains, grands américains, nous voient encore. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'opérations financières où les fonds américains viennent pour faire la compagnie à les fonds européens, mais quand même, je pense qu'on lutte un peu avec ces visions tremendement US-centric. Je vais commencer, si vous voulez, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Vision, moi, je parlais, perception. La perception de notre secteur, particulièrement en Europe et en France, on était clairement identifiés. On disait un peu un biotech bashing qui faisait que il y avait toujours un problème, soit de financement, soit de managérial, soit de marché, soit soit politique, et que tout était plus quelque part compliqué. Mais il y avait beaucoup de vrai, et on a exprimé tous les problèmes qu'on avait. Je pense que le problème d'une perception, d'une image, c'est que ça colle à la peau et que ça prend du temps de changer la perception. Moi, ce que j'ai constaté dans mes 55 ou 60 meetings à la JPM, j'ai eu quand même 2 investisseurs américains et un autre qui était nord-américain, qui est canadien, qui a dit « Ah, on regarde un petit peu plus l'Europe et la France en particulier parce qu'il y a des trucs qui bougent. » Alors, c'était 2-3 sur 60, mais au moins, je pense que de toute façon, on a notre destin entre nos mains. À partir du moment où on est capable de mettre en place tout ce qu'on vient de se dire, et les recettes, elles sont connues. Il n'y a pas grand-chose à inventer. Cette industrie, elle est mature dans son structure, son organisation. C'est ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Après, il y a la biologie, ok, fine. Mais tout le reste, on vient d'en parler. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Donc, faisons et multiplions quelques succès. Et croyez-moi, là, on a enclenché un bon, je pense, quelque chose d'assez positif en Europe de façon générale depuis 2-3 ans. Il faut le renforcer et la perception changera. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, et c'est l'investisseur qui vous parle, on est très pragmatique. Hein. S'il y a de la valeur à créer, les investisseurs vont venir. Et je terminerai par une chose, c'est que moi, j'ai entendu ça quelques fois et je peux vous dire que c'est pas la bonne lecture. Si vous avez l'impression, vous revenez d'un voyage aux États-Unis et puis on m'a dit « Ah, Euronext, c'est pas bon. Alternext, c'est pire. La liquidité, il y en a pas. Machin. » C'est aussi parfois une façon gentille de vous dire que la barre, elle est là et que vous n'êtes pas capable de la passer. Donc, on vous le dit gentiment en disant pas. Mais là, je prends l'exemple d'un financement d'une société qu'on a annoncé hier, Sensorion, Penny Stock, hein, tu la connais, moins de 100 millions d'euros. Aucune liquidité quasiment. On a levé un peu plus de 60 millions d'euros, une cap table 100% américaine, à part Sanofi qui a mis un ticket de 20 millions, et ça prouve que et on est sur Alternext. Alors Alternext aux Américains, ça parle pas vraiment, mais ils ont vu l'opportunité, ils y vont. Donc je terminerai là-dessus. Il y a une perception. On a été les principaux responsables. Je pense que on est en train petit à petit de changer les choses avec il en faut plus. Et puis après, je pense que les investisseurs, ils viendront
Ils peuvent déjà venir, ils viennent déjà. On a des exemples autour de la table. Donc, vous mettez pas de barrière non plus là-dessus. Si à un moment ils voient de la valeur, ils viendront chez vous. Non, je crois qu'il ne faut pas se mettre de barrière. On l'a vu avec Abivax. Au départ, on courait après les investisseurs et maintenant, ils nous courent après. Donc le switch, il a été là. Et on a vu qu'avec Nanobiotics, DBV, Abivax, on voit que on a de plus en plus d'investisseurs. Et Medincell, on voit qu'on a de plus en plus les investisseurs américains qui regardent la France parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On a vu que lorsqu'on a fait nos levées respectives, le marché dans son ensemble est monté. Et certaines biotech ont profité de cette montée, et tant mieux. Il faut que ce soit, encore une fois, je parle d'équipe, toutes les biotech françaises, on forme une équipe. Donc il faut qu'on pousse tous dans le même sens. Mais maintenant, encore une fois, je répète, si vous voulez que des Américains s'intéressent à vous, habillez-vous en cow-boy. Habillez-vous comme eux, ils veulent vous voir. Sinon, ils n'investiront pas. Ils ont une espèce de checklist. Donc, si vous n'êtes pas comme eux, ils veulent, ils mettront pas d'argent. Donc, il faut, c'est votre client. Et dans le commerce, c'est comme ça. Vous avez un client en face, eh ben, il faut satisfaire le besoin du client. Si je peux ajouter, donc nous, on est coté que sur Euronext. On doit avoir à peu près 20% de notre actionnariat qui est entre les mains de notre capital qui est entre les mains de fonds américains, et des beaux fonds, des gros fonds. Donc ça veut dire, que c'est possible. On n'a pas besoin d'être coté au Nasdaq ou ailleurs. Et ils sont venus se servir sur le marché, parce que on a fait une levée de fonds l'année dernière et qu'ils devaient avoir un peu plus de 50%, je pense, de la levée de fonds, mais en grande partie, et encore récemment, ils sont venus se servir sur le marché. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Pierre, effectivement, il faut aller les voir, parce que c'est pas eux qui vont venir, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, sauf s'il se passe un événement exceptionnel. Donc nous, ça veut dire, et ça c'est important, on a enclenché il y a, je dirais, 2-3 ans maintenant, une vraie dynamique aux États-Unis. On a embauché une personne qui se trouve être très très compétente pour aller à la rencontre de ces investisseurs. Christophe, qui n'est pas là aujourd'hui, mais ça peut être moi ou d'autres, on passe beaucoup de temps à aller les voir. Je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que c'est un travail de longue haleine, qu'il faut aller les voir, que ça se travaille, surtout que les Américains font des longues diligences, ont l'habitude de regarder les dossiers très très en profondeur. Nous, on est allé parfois rencontrer des fonds, des gros fonds, parce que il y a des centaines de fonds qui peuvent s'adresser à nous aux États-Unis. On a été surpris des gens qui connaissaient, j'ai un peu honte de le dire, mais mieux nos marchés, mieux le potentiel de nos produits que nous-mêmes, qui avaient des capacités, des équipes d'analyse. Enfin, on serait tous jaloux, on a tous envie d'avoir ça. Et donc, par contre, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'ils mordent et qu'ils viennent, c'est qu'ils sont convaincus, ils ont la vision, ils sont pas tous, ils sont assez relativement long terme. Et nous, en tout cas, c'est notre cas. Ils sont très prescripteurs parce qu'ils viennent pas pour faire un petit upside, Ils viennent chercher de la grosse valeur, Donc, quand on a des gens qui sont prêts à mettre des gros tickets sur le marché européen, ça veut dire que, c'est une validation énorme de notre business model. Et donc, les Américains, il y en aura toujours pour dire que l'Europe, c'est un pour secteur pour eux. Mais en fait, la réalité, c'est non, Faut juste y aller, en fait. Alors, c'est un effort, ça prend du temps, mais il faut y aller, je pense. Oui, et surtout, poser la question, qu'est-ce que vous souhaiteriez, comment vous souhaiteriez que je change pour que vous investissiez dans ma boîte? Et lorsque vous aurez rencontré des dizaines d'investisseurs, vous aurez une roadmap et directement du client sur comment je dois changer ma société pour qu'on puisse investir dans ma boîte. Donc il faut mettre son ego de côté et il faut accepter qu'on vous dise que vous faites pas bien dans ça, vous faites pas bien dans ça et vous faites pas bien dans ça. Mais c'est précieux parce que c'est ce qui va vous aider à aller à la prochaine étape. Je pense que c'est fondamental ce que tu viens de dire. Quand on voit un investisseur aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou ici, on va pas vendre, on n'est pas des marchands de tapis, Et l'idée, c'est comment on crée une relation. Donc, effectivement, la question qu'est-ce que vous voulez, qui êtes-vous, que vous voulez faire, elle est fondamentale dans la relation avec l'investisseur. Il faut surtout pas ne pas poser cette question. Je vais juste prendre un petit exemple. Quand on a commencé à aller voir les investisseurs aux États-Unis, par exemple, il y en a un qu'on a vu 7 fois. On le voyait régulièrement, il nous disait super techno, j'adore la boîte, vous avez l'air d'être un bon management et tout ça, ça a l'air super cool. Et au bout du 7e meeting, je lui ai dit mais pourquoi vous n'avez pas encore investi alors? Et il me dit on attend que le produit soit sur le marché.
si on ne pose pas de questions, on n'a pas de réponse. Et en fait, les meilleurs meetings qu'on a avec les investisseurs, c'est quand on leur pose des questions pour savoir où ils sont, pour savoir ce qu'ils attendent, pour savoir comment ils gèrent leur portefeuille, pour savoir ce qu'ils regardent dans l'innovation, pour avoir non seulement une vision critique de ce qu'on fait, mais aussi pour comprendre comment eux investissent et voir si la boîte qu'on gère et qu'on avance peut correspondre à un de leurs besoins. Mais juste pour prendre un exemple, on doit avoir 300 à 400 meetings par an avec des investisseurs, à peu près. Bon, encore une fois, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Voilà, c'était donc le replay de cette table ronde biotech française Anatomie d'un succès qui s'est tenue le 29 janvier lors de Loan Invest Biomed Forum. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.